Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics, ou peut-être une quinzaine en comics vu le rythme actuel, puisque là on va voir quelques sorties de cette semaine et de la semaine dernière. Et on va commencer immédiatement tout de suite avec Mindset, un récit signé Zack Kaplan et John Pearson, paru chez Comics Initiative. J'en ai déjà parlé rapidement sur la chaîne. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'y revenir plus en détail, tout en évitant de spoiler, bien évidemment. On va déjà commencer par les auteurs. Zack Kaplan, le scénariste, parfait inconnu en ce qui me concerne. J'ai l'impression que c'est sa première œuvre traduite en France. Par contre, en cherchant un peu, je vois qu'il a quelques autres titres à son actif, visiblement que de la science-fiction, et après la lecture de Mindset, j'ai quand même très envie d'aller fouiller un peu dans sa bibliographie pour voir s'il y a d'autres trésors qui s'y cachent. Et John Pearson, le dessinateur, lui, je l'avais repéré l'an dernier sur le graphic novel Blue and Green, qui était paru en France chez iComics, où il collaborait sur les planches avec Anand Radhakrishnan. Alors, le pitch de Mindset, c'est pas le truc le plus simple à résumer. Déjà, ça commence par un jeune type qui se trouve face à deux flics qui l'accusent d'avoir commis un meurtre. Et lui, il a une défense assez étrange. Il prétend que, quand c'est arrivé, il n'était pas maître de ses gestes. Et à partir de là, on va revenir au tout début de cette histoire, racontée par ce gars, qui s'appelle Ben Sharp, qui est étudiant à Stanford, et qui, avec des amis à lui, travaille à la mise au point d'une application qui permet à ses utilisateurs de ne plus être tributaires des algorithmes quand ils sortent sur le net ou sur les réseaux sociaux. Un projet un petit peu difficile à vendre et à financer dans un univers qui est justement régi par les algorithmes en question. Et puis, un soir, Ben Sharp va faire par hasard une découverte en participant à une expérience où il s'agit d'observer les effets de la combinaison d'une lumière et d'un son généré aléatoirement. Ce qui a toutes les chances de produire aucun effet, sauf que là, une chance sur quelques milliards, l'effet lumineux et sonore qu'il va tester va littéralement lui vriller le cerveau. Il va lui arriver un truc dans la tête sans qu'il comprenne exactement quoi. Et comme c'est un scientifique, il va étudier le sujet jusqu'à parvenir à reproduire le phénomène en question, et il va aboutir à identifier un signal qui, concrètement, quand on le produit, va obliger la personne réceptrice à faire tout ce que vous lui dites. Alors, on peut refaire l'expérience ici même, j'ai un petit peu travaillé le sujet. Je vais prendre un son que va me fournir mon fidèle assistant Quack Kent. Je vais prendre cette lampe de poche qui va me permettre de créer un flux lumineux. Et quand je vais associer les deux ensemble, je vais créer un signal qui va vous obliger à m'obéir. Attention, abonnez-vous à Comics Code. Oh puis tiens, tant qu'on y est, envoyez-moi vos coordonnées bancaires, vos codes, vos mots de passe, tout ça. Merci. Alors, il est possible que ça fonctionne mieux dans Mindset que dans le cas présent, mais c'est pas grave, je vais continuer d'y travailler. Revenons à Mindset. Concrètement, Ben Sharp et ses collègues vont ensuite tester leur découverte sur le terrain en bricolant un smartphone, et effectivement, à chaque fois qu'ils s'en servent, les personnes qui reçoivent le signal perdent immédiatement le contrôle et se retrouvent à faire tout ce qu'on leur dit de faire, y compris, comme c'est le cas ici, à courir à poil dans la rue. Sauf que là, on est quand même très loin du projet initial de Mindset, qui était de rendre leur libre arbitre aux individus. Là, on est même carrément aux antipodes. Mais la découverte de Ben Sharp va, paradoxalement, permettre d'accroître exponentiellement
les capacités de mindset. Et c'est vraiment à partir de là que le récit va commencer à explorer quantité de pistes autour justement du libre arbitre et de la contrainte extérieure. Et c'est absolument passionnant. C'est passionnant et c'est pertinent parce que Mindset interroge tout un tas de comportements quotidiens qu'on a tous, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec YouTube. Qui s'est jamais connecté pour chercher, je sais pas, une recette de quiche par exemple, et 20 minutes plus tard, tu te rends compte que t'es en train de mater des vidéos de petits cochons avec un chapeau sur la tête en train de danser la Macarena. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, c'est exactement le genre de question que pose Mindset. Et dans le même temps, Zach Kaplan s'intéresse au modèle économique d'Internet parce que, évidemment, dans ce cadre, une application qui défait tout ce que les algorithmes tentent de construire, c'est carrément une menace mortelle pour toutes les sociétés qui ont bâti leur fortune là-dessus. Ou alors, c'est une opportunité en or, à condition de tordre le concept de départ pour en faire tout autre chose. Dernier point, et je vais m'arrêter là, ce sont les personnages de cette histoire, à commencer par Ben Sharp. C'est un gamin qui vit depuis toujours au milieu des faux-semblants. Ses parents, c'est des promoteurs immobiliers qui se détestent absolument, mais qui continuent de se présenter à leurs clients comme la famille idéale. Ils ont construit tout leur business là-dessus, et Ben, depuis qu'il est tout petit, lui, il voit l'envers du décor, il voit et il subit la réalité derrière la façade publique. Et c'est aussi ça, Mindset, c'est un monde où tout le monde dissimule qui il est vraiment derrière l'image publique qui s'est fabriquée, que ce soit dans le monde réel ou sur les réseaux sociaux, et comment finalement la frontière entre ces deux mondes a tendance à disparaître. Et je vais m'arrêter là, j'ai déjà fait un peu long, et pourtant, promis, j'ai fait que à peine gratter la surface. Il y a de quoi faire une analyse aussi longue que le bouquin lui-même, tellement il est dense et il aborde ces différents thèmes, sous quantité d'angles différents. Quelques mots sur le dessin quand même pour finir. John Pearson, c'est un artiste qui se situe dans la lignée d'un Bill Sienkiewicz. Il a un style qui est très proche de celui de Martin Simmons, qui bosse sur The Department of Truth. Ces planches, à la fois, elles servent à la narration du récit, mais elles créent aussi une ambiance. Elles viennent illustrer le propos du scénariste en adaptant ses techniques graphiques à la situation. Et là aussi, ça donne à Mindset une patte visuelle qui est vraiment très singulière. J'imagine que ça peut en rebuter certains, parce qu'on est quand même assez loin des canons habituels des comics, mais il me semble que dans le cadre posé par Zach Kaplan, ça fonctionne extrêmement bien. Bref, vous l'aurez compris, Mindset, c'est une lecture que je conseille très fortement. Si vous aimez la série Black Mirror, à mon avis, vous devriez vous régaler. On est tout à fait dans cet esprit. On est en prise directe avec notre monde actuel. Et c'est une œuvre qui nous interroge sur ce vers quoi on va. C'est donc sorti chez Comics Initiative. Le bouquin fait 192 pages, format 29 par 19. Il est traduit par Benjamin Viette et il est vendu 25 €. Et donc, en guise de conclusion, lisez Mindset, lisez Mindset, lisez Mindset. Alors, on reste chez Comics Initiative avec l'autre sortie de la semaine dernière, qu'encore, de Matthew Allison. Et alors là, je dirais 2 salles, 2 ambiances. Matthew Allison, là aussi, jamais entendu parler avant ça. Michael Jérôme le présente assez rapidement dans la préface du bouquin. En gros, il a fait que cette série, et il a passé 10 ans à travailler dessus. De quoi ça parle qu'encore ? Franchement, j'en ai pas la moindre idée. C'est un peu une histoire de super-héros qui sautent sur la tronche. Enfin, c'est pas vraiment des super-héros, même s'ils ont
des costumes et des super pouvoirs et qui volent dans l'espace. Pourquoi est-ce qu'ils se foutent sur la tronche ? On sait jamais très bien. Est-ce qu'ils sont amis ou ennemis ? Un peu les deux en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ces pages ? C'est qui qu'encore ? C'est quoi qu'encore ? J'en sais rien. Arrêtez de me poser des questions. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis absolument fasciné par ce truc. Alors, reprenons depuis le début. Qu'encore, c'est une succession de séquences qui s'enchaînent de manière plus ou moins abrupte et dans lesquelles des gens bizarres font des choses bizarres en racontant des trucs bizarres. Des fois on est dans l'espace, des fois on est sur Terre à un concert ou à une Comic-Con et il se passe des trucs mais je sais pas trop quoi. Mais graphiquement, je trouve les planches de Matthew Allison assez incroyables. C'est du Jack Kirby sous acide, c'est du Charles Burns hystérique. En fait, on a l'impression que Matthew Allison, il a pris tous les comics qu'il a lus dans sa vie, et ça va des histoires de super-héros à l'ancienne, jusqu'aux comics indés de Daniel Clowes ou de Peter Bagge. Il a tout foutu dans un sac, il a bien mélangé, et il a balancé ça comme ça lui venait, sur ses planches. C'est un bouquin qui fourmille de références à quantité d'auteurs que normalement on retrouve pas dans un même univers. On saute sans arrêt du coq à l'âne, et sans savoir ni comment, ni pourquoi. Il y a un côté hyper référentiel dans qu'encore. Matthew Allison s'amuse à reprendre des planches de ses comics préférés et à les refaire à sa sauce. Il y en a un exemple ici, page 106, où il nous fait une swipe file. Swipe file, c'était une rubrique dans le Comics Journal où l'auteur de la rubrique repérait tous les emprunts que faisait un artiste à un autre artiste. C'est par exemple Keith Giffen qui reprenait des cases dues à l'accineur de José Munoz. Là, on retrouve une case qu'on a quelques pages plus tôt, page 95, ici, et il la met en parallèle avec la case originale de Secret Wars, dont il s'est inspiré. Et si on cherche un petit peu, des cases ou des planches comme ça, on doit en avoir un paquet. Juste une qui m'a sauté à la figure dès que je l'ai vue, c'est celle-ci. Est-ce que vous l'avez ? Bougez pas. Évidemment, ça, c'est une des pages les plus célèbres du Ronin de Frank Miller. Et il y en a plein d'autres comme ça. Alors j'ai pas forcément l'œil pour les repérer immédiatement, mais rien qu'en jouant à ça, je pense qu'il y a quand même de quoi s'amuser avec qu'encore. Chez Comics Initiative, ils aiment bien de temps en temps sortir des bouquins bien perchés comme celui-là. Ça fait penser d'une certaine manière aux deux tomes de Starseeds de Charles Glaubitz qu'ils avaient déjà publiés. Et par contre, qu'encore, graphiquement, pour un lecteur de comics de super-héros comme moi, il y a quelque chose qui me parle davantage au niveau des influences et la manière dont Matthew Allison traite les corps et le côté démesuré de tout ça. Ça fait penser aussi au Copra de Michel Fifé, dans la façon dont il s'approprie tout un tas d'influences graphiques qui viennent de l'univers des récits de super-héros, et il parvient à en faire quelque chose qui ressemble à rien d'autre, ni à personne d'autre. Je sais pas trop quoi en dire de plus. Je pense qu'encore ça fait partie des bouquins qu'on adore ou qu'on déteste. Je suis pas sûr que la demi-mesure soit possible ici. Donc voilà, j'espère au moins que ça vous a permis de vous faire une idée
et de savoir si c'est le genre de délire graphique susceptible de vous plaire ou pas du tout. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a fonctionné à fond. C'est donc sorti chez Comics Initiative, 224 pages au format 26 par 19 cm. La traduction est de Virgile Iscan, et c'est vendu 26€. On change encore une fois totalement de registre en passant chez Urban Comics avec le tome 3 de Batman Dark City, intitulé Gotham War, un gros volume qui réunit le crossover Gotham War, qui est un crossover entre les séries Batman et Catwoman, avec en plus plusieurs titres en lien avec ce mini-event. Mais avant ça, on commence par 2 épisodes qui n'ont pas de lien direct avec la suite. C'est les 2 numéros de Night Terrors, Batman, par Joshua Williamson et Guillem March. Night Terrors, on en a déjà parlé, c'est cet event paru l'été dernier aux États-Unis qui a interrompu pendant 2 mois la majeure partie des titres d'ici. C'est devenu une habitude depuis quelques années. De base, je suis pas fan de ce genre de coup éditorial, et en plus de ce que j'en ai lu, j'ai pas trouvé Night Terrors très intéressant. Mais ces 2 épisodes consacrés à Batman, ils sont plutôt pas mal. Le concept de base, c'est que l'ensemble de la population se trouve plongée dans le sommeil, et chacun se met à vivre son pire cauchemar. Et dans le cas de Batman, forcément, ça renvoie au traumatisme qu'il a vécu enfant, c'est-à-dire la mort de ses parents. Ça donne une histoire plutôt bonne, et qui, à mon avis, fonctionne d'autant mieux que c'est Guillem March au dessin, et qui parvient vraiment à donner corps au cauchemar de Batman. Je pense notamment à... Elle est ici, cette créature mi-chauve-souris, mi-flingue, qui, en fait, à elle seule, incarne quand même pas mal des névroses du personnage. Du coup, autant j'étais sceptique en apprenant que ces épisodes étaient intégrés à cet album, autant à la lecture, ça s'avérait plutôt une bonne surprise. Par contre, la backup qui est consacrée à Robin, en revanche, là, on pouvait largement s'en passer. On a ensuite Batman numéro 136, qui est un épisode qui fait le lien avec l'arc précédent, et qui prépare en quelque sorte le terrain pour ce qui va suivre. Chip Zdarsky est au scénario, Belen Ortega au dessin, et on a aussi une backup, cette fois qui est dessinée par Jorge Corona, qui, elle, renvoie plutôt au premier arc. Mais effectivement, ça permet d'insister sur le fait que tout ça est lié. Zdarsky est en train de construire quelque chose qui, dans un premier temps, pouvait paraître un peu décousu, mais en fait, il y a une certaine cohérence dans tout ça. Et on arrive enfin à l'event Gotham War. Et alors là, attention, on a un premier épisode qui est en fait le premier numéro de la mini-série Batman Catwoman The Gotham War Red Hood par Matthew Rosenberg et Nicolas Cismezija, pas facile à dire. Et cet épisode nous est présenté comme une introduction à Gotham War. Sauf que non. Mais alors, pas du tout. Effectivement, on a une première séquence qui est un flashback et qui se situe avant le début de l'action proprement dite. Sauf que tout de suite après, on revient au présent, 15 jours plus tard, et là, il s'est passé un truc, mais on sait pas quoi.
Et en fait, ce qui s'est passé entre-temps, eh ben, c'est le one-shot Gotham War Battle Lines qui constitue le véritable point de départ de cette guerre. C'est là où Catwoman expose son projet à la Batman Family et en même temps au lecteur. Et là, on comprend ce qui s'est passé entre le flashback et le reste du récit dans l'épisode précédent. Mais publier Red Hood avant Battle Lines, c'est une connerie. Alors, je sais pas qui s'est planté là-dessus, si c'est DC ou si c'est Urban. En général, j'ai plutôt tendance à me méfier de la branche Collected Editions de chez DC, qui a quand même tendance à accumuler les boulettes ces derniers temps. Sauf que là, d'une part, l'édition collectée de Gotham War, elle n'est pas encore sortie aux États-Unis, elle est annoncée que pour fin juin, et en plus, les 2 épisodes de Red Hood en question, ils devraient pas figurer au sommaire de cette réédition. Ce qui est un peu étonnant, mais en même temps, c'est pas une lecture indispensable au récit global. Les événements dans ces épisodes se passent en parallèle du récit principal. Mais, encore une fois, publier cet épisode avant le reste, ça n'a aucun sens, et ça te spoil inutilement ce qui va suivre. Donc, je sais pas si Urban a confié le découpage de l'histoire à leur stagiaire de 3ème qui avait l'air de se faire chier comme un rat mort depuis 15 jours, mais là, ils ont merdé. Donc, quand vous arrivez à cette page, vous marquez un temps d'arrêt, vous sautez à l'épisode suivant, et seulement après, vous revenez à l'histoire de Red Hood. On en arrive donc enfin à Battle Lines, qui annonce ce qui va suivre. Concrètement, Catwoman vient tout juste de s'évader de prison. C'est des épisodes qu'on n'a pas lus en France, vu que la série Catwoman elle est plus traduite depuis un moment. Elle s'est évadée avec quelques comparses, et elle va mettre en place un projet qui consiste à proposer du boulot à tous les acolytes des super-vilains de Gotham, et en quelque sorte à réguler le crime à Gotham City, en se disant que ils feront moins de dégâts s'ils obéissent à ses ordres et à ses consignes que s'ils continuent de bosser pour Double Face ou pour le Joker. Et Catwoman va présenter dans ce premier épisode son projet à Batman et à la Bat Family. Et à votre avis, quelle va être leur réaction ? C'est ce que vous saurez en lisant Gotham War, 360 pages, 30 €. Sans rentrer davantage dans les détails de cette histoire, je trouve que c'est une histoire qui fonctionne plutôt bien, avec évidemment très vite 2 camps qui vont se former et qui vont se retrouver l'un contre l'autre, avec des positions radicalement opposées. Parmi les choses intéressantes, il y a le portrait qui est fait de Batman dans ces pages, qui se situe dans la continuité directe de ce que fait Chip Zdarsky avec le personnage depuis le début de son run, et qui ici en arrive à prendre des mesures radicales, et une en particulier, et qui confirme que décidément il y a quelque chose qui tourne plus rond dans sa tête. Et c'est vraiment l'élément central du run de Zdarsky, avec une personnalité de Batman qu'on continue de voir émerger au fil des épisodes. Vous voyez sans doute de qui je parle si vous lisez la série depuis le début. Par ailleurs, autre élément intéressant, c'est que on a des éléments perturbateurs externes qui vont s'inviter dans cette guerre familiale. Et il y en a un en particulier qui va jouer un rôle essentiel et qui va encore davantage fragiliser Batman. Ça permet aussi de complexifier les enjeux et de tirer l'ensemble du récit dans une direction qu'on ne voyait pas venir du tout. Alors, ceci dit, au final, ça aboutit à une conclusion à cet event un peu what the fuck. C'est-à-dire que la présence et l'action du personnage en question deviennent tellement importantes que elle finit par phagocyter l'intrigue principale et à aboutir à
tout autre chose que ce qui était annoncé initialement. Ça m'a laissé un poil sceptique, mais en ce qui me concerne, ça passe, et ça permet aussi à Zdarsky de laisser une partie des enjeux de ce récit en suspens, et d'y revenir plus tard. Côté dessin, c'est assez inégal. On a du Jorge Jiménez et du Nico Léon, mais on a aussi du Mike Hawthorne. Ça donne des ruptures de style assez nettes d'un épisode à l'autre. Alors bon, c'est un peu inévitable pour ce genre de crossover, mais bon voilà, au moins comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. Quoi qu'il en soit, après un tome 2 qui m'avait laissé vraiment très dubitatif, là on revient à quelque chose qui me convient nettement mieux. C'est du bon comic book super-héroïque, qui joue intelligemment avec les relations et avec la longue histoire qui existe entre les différents personnages, et qui offre en plus son lot de scènes d'action, et qui, au final, propose suffisamment de surprises pour qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer. Dernier titre du jour, le tome 3 de Batman Superman World's Finest, toujours écrit par Mark Waid et toujours dessiné par Dan Mora. World's Finest, depuis le début, c'est une série qui est vraiment très plaisante à lire, où Mark Waid s'amuse beaucoup à utiliser des personnages de l'univers DC qui ont pas vraiment été mis en valeur ces dernières années. Et c'est à nouveau le cas ici, avec une histoire qui met en avant un personnage que j'aime assez, c'est Métamorpho. Métamorpho, c'est un personnage qui a été créé en 1964 par Bob Haney et Ramona Freydon. Ramona Freydon, dont on a appris la disparition il y a quelques jours à peine. Et donc, le personnage est apparu initialement dans la revue The Brave and the Bold, et puis très vite, il a eu droit à son propre comic book, qui a duré 17 numéros, de 1965 à 1968. Ça, c'est mon exemplaire de Showcase Presents, qui reprend toutes ses premières apparitions en noir et blanc. C'est une collection que j'aimais beaucoup, c'est l'équivalent des Essentials chez Marvel, qui existait à l'époque, et c'est une collection qui a permis de rendre à nouveau accessible quantité de comics d'ici, des années 50 et 60, à petit prix, parce que c'était quand même vendu 16,99$ pour plus de 500 pages. Si vous avez l'opportunité d'en trouver d'occasion à des prix raisonnables, c'est un truc que je conseille vraiment. Métamorpho, après l'arrêt de sa série, c'est un personnage qu'on a retrouvé assez régulièrement dans d'autres titres. Il a été membre par exemple, de différentes incarnations de la Justice League. Il a été membre des Outsiders aussi. Et puis, sa dernière apparition significative à ma connaissance, c'était dans la série The Terrifics, qui a en partie été publié en France. Urban avait publié un album en 2019, un gros volume qui réunissait les 14 premiers numéros de la série, plus l'annual. Alors ça n'a pas dû se vendre parce qu'on n'a jamais eu la suite, sachant qu'aux États-Unis la série est allée jusqu'au numéro 27. Et pourtant il y avait quand même du beau monde aux commandes. Il y avait Jeff Lemire au scénario, en tout cas sur les épisodes traduits en France. Et puis il y avait notamment Ivan Rice ou Evan Dockshiner au dessin. Donc le personnage de Métamorpho, il est jamais vraiment tombé dans l'oubli, mais dans World's Finest, on y revient quand même, Mark Waid reprend vraiment le personnage tel qu'il était à ses débuts. Ce qui est un petit peu normal, puisque, je rappelle, World's Finest, c'est une série qui se déroule plusieurs années dans le passé de l'univers DC. Waid et Mora nous font donc revivre les origines du personnage telles qu'on a pu les lire à l'époque,
avec le personnage de l'aventurier Rex Mason qui se retrouve enfermé dans une pyramide à proximité d'une météorite radioactive et qui en ressort transformé en une créature qui peut changer de forme à volonté et qui peut adopter les capacités de divers éléments, le carbone, le calcium, le fluor, etc. Alors bon, pour l'occasion quand même, Dan Mora, il nous donne une version un petit peu plus gore de la scène de ses origines. Et puis on retrouve aussi ici tout l'entourage de Métamorpho à ses débuts. On retrouve Sapphire Stagg, qui est sa fiancée. On retrouve Simon Stagg, qui est le père de Sapphire, qui est un milliardaire franchement louche, et qui voit d'ailleurs d'un très mauvais œil la relation de sa fille avec Rex Mason. Et puis on a aussi Java, qui est l'homme à tout faire de Simon Stagg, et qui est surtout un homme de Cro-Magnon, un authentique homme de Cro-Magnon, sorti des glaces après y avoir passé 1 million d'années. Voilà, c'est le genre de cadre et de personnages farfelus que on trouvait chez DC Comics dans les années 60, et que Mark Waid reprend tel quel. Et pour les vieux lecteurs comme moi, c'est un plaisir. Ceci dit, pour les nouveaux lecteurs, Mark Waid, il fait tout pour qu'ils ne se sentent pas perdus. On peut tout à fait découvrir le personnage de Métamorpho ici pour la première fois, et vraiment, on ne se sentira pas perdu. Tout ce qu'il y a à savoir du personnage est résumé en quelques pages, et c'est bon, c'est parti, l'intrigue peut démarrer. De mon point de vue, c'est la principale réussite de cette série, c'est que Mark Waid puise énormément dans l'héritage de DC Comics, mais il en propose une version prête à l'emploi, qui ne nécessite en fait aucun prérequis de la part du lecteur. C'est Waid qui se tape tout le boulot de remise à jour et de dépoussiérage des personnages. C'est pas au lecteur d'aller chercher les références à telle ou telle histoire pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Alors, pour les vieux lecteurs comme moi, c'est évidemment plein de clins d'œil et de Madeleine de Proust, mais pour les nouveaux, il s'agit juste de prendre plaisir à lire une histoire qui se suffit à elle-même. Et quand je parlais de dépoussiérage et de remise au goût du jour, là aussi, il ne s'agit pas pour Mark Waid de pasticher de vieilles histoires. Il y a aussi de sa part la volonté de proposer quelque chose de nouveau. Et dans cette histoire, par exemple, il va rechercher un vieil adversaire de la Justice League, et il va en proposer une version totalement modernisée, beaucoup plus en prise avec le monde actuel, histoire d'en faire une menace crédible à l'échelle planétaire. Et puis, au passage, ça lui permet à lui et à Dan Mora d'y aller à fond dans les scènes d'action, et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on lit ce genre de comics. Donc, là aussi, très chouette lecture, c'est fun, c'est inventif, c'est spectaculaire, et il me semble que, à la fois, jeunes et vieux lecteurs devraient y trouver leur compte. L'album fait 136 pages, format 26 par 17. La traduction est assurée par Yann Graff, et ça se trouve dans toutes les bonnes librairies au prix de 17€. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.